Bonjour Bassam Tahan. Vous avez accepté cette interview au sujet de la bataille qui se déroule actuellement à Kobané, dans le nord de la Syrie, où l'armée islamique, l'armée de l'État islamique, attaque les forces kurdes avec des armes lourdes, dit-on, alors que les Kurdes n'ont que des armes légères. Avez-vous des détails sur le déroulement de la bataille? Bonjour d'abord, avec votre nouvelle agence, Eurasie Express. Eurasie Express. Merci de me le rappeler. C'est important ce qui se passe à Kobané. Et je profite justement pour dire SOS, lancer un SOS Kobané. Parce que sous nos yeux, on a une ville, évidemment on parle des Kurdes, mais il n'y a pas que des Kurdes. Hein? Ain al-Arab, en arabe, veut dire la source des Arabes. Donc, il y a des chrétiens, il y a des Arabes, il y a des Kurdes. C'est vrai que, en ce moment, la majorité est kurde. Ce rappel, c'est pour dire que la bataille est là. C'est pas uniquement celle des Kurdes, c'est celle de toutes les minorités persécutées par Daesh ou l'État islamique. Un SOS, pourquoi? Parce que ceux qui se prétendent défendre les valeurs occidentales de droits de l'homme, de minorités, ceux-là ne font pas vraiment leur travail. À commencer par la Turquie. Alors voyons un peu l'état des lieux de cette bataille. Vous voyez, Kobané ou Ain al-Arab est adossé à la frontière turque. D'ailleurs, dans une autre frontière, au-delà de Ain al-Arab, il y avait quelques 20 km qui plus même, 40 km qui appartenaient à la Syrie. Ça, c'est le dernier partage. D'accord. Alors, ça vous explique que de toutes parts, Kobané est encerclé par les islamistes. Donc, la seule issue, la seule échappatoire, est celle du côté de la frontière turque. C'est-à-dire, en d'autres termes, si on veut aider Kobané, on ne peut le faire que par la Turquie, à moins d'envoyer des forces terrestres ou de bombarder tout autour. Or, cette bataille de Kobané et la défaite étaient prévisibles il y a de ça 2 semaines, parce que l'État islamique, avec les armes lourdes qu'il avait récupérées à Mossoul et en Irak, s'est retiré d'Irak et est allé du côté kurde de cette Jéziré, c'est-à-dire géographiquement cette partie de la Syrie comprise entre l'Euphrate et le Tigre et les affluents de l'Euphrate. C'est là où se trouve Kobané, si vous voulez, et une grande partie des Kurdes du nord de la Syrie. Alors, là on se demande pourquoi donc la coalition, qui est au courant de ce qui se passe, n'a pas empêché l'arrivée de l'État islamique de la frontière irakienne jusqu'à Kobané. Il y a quand même là des centaines de kilomètres. Donc cet État islamique a fait ce qu'il a voulu. On parle de bombardement. Alors, ça c'est un point. Passons du côté turc. On a fait confiance à Erdogan. C'est là la grande erreur. Je ne dirais pas de la coalition, parce que la coalition est à l'unisson avec Erdogan. Il coordonne. Pour moi, tout ça est une mascarade. Je reviendrai pourquoi c'est une mascarade. Mais la Turquie, pourquoi on a compté sur Erdogan et il ne pouvait pas, justement, intervenir? Parce que Erdogan, tout comme les Américains, tout comme ceux qui financent cette coalition, joue avec l'État islamique dès le départ. Pour moi, ce n'est pas une ambiguïté. Le terme d'ambiguïté devrait être supprimé. Non, c'est clair. Erdogan a toujours aidé l'État islamique
depuis le début de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Donc, pour sauver Kobané ou Ain al-Arab, il faut, si lui ne veut pas intervenir, si les forces turques ne veulent pas intervenir, il aurait dû autoriser les Kurdes, pas simplement le PKK, qui est déjà armé en Turquie, mais il y a d'autres formations kurdes, le parti, la coalition démocratique, je ne vais pas passer en liste toutes les forces kurdes qui se trouvent de l'autre côté de la frontière, ou tout simplement les habitants de Kobané qui se sont réfugiés parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Il suffisait d'armer les Kurdes eux-mêmes avec un armement adéquat et les envoyer. Or, même ça, même cela, Erdogan ne l'a pas fait. Il n'autorise pas les Kurdes à rentrer en Syrie pour aider leurs frères encerclés. Il ne les arme pas. Et qu'est-ce qu'il revendique? Une zone d'exclusion aérienne. Mais on n'en est pas là. Là, devant nos yeux, il y a des dizaines de milliers de Kurdes qui vont être massacrés, de Kurdes, de chrétiens et d'autres, tous les habitants de cette région. Vous voyez? Alors, SOS Kobané veut dire tout simplement que, à mon sens, cette défaite est celle d'Erdogan. Pourquoi? Parce que Erdogan avait passé un accord avec Öcalan, n'est-ce pas, l'oncle, comme on l'appelle en kurde, le chef du PKK qui est en prison, qu'on va faire une trêve, cette trêve dure depuis 2 ans, et on va entamer des négociations de paix. Or, Öcalan, de la profondeur de sa cellule, a dit, si il n'y a pas d'intervention, si l'attitude du gouvernement d'Erdogan est négative vis-à-vis de Kobané, adieu les négociations de paix. Et, au début, comme on dit, votre humble serviteur avait mis en garde, il y a de ça 3 ans, même 2 ans, que faites attention, il ne faut pas faire confiance à Erdogan. Ces négociations de paix ne sont pas sérieuses, parce que tout ce que veut Erdogan des Kurdes de Turquie, c'est qu'il puisse devenir président et changer la constitution et évoluer vers un régime présidentiel. Les Kurdes de Turquie se sont prêtés à ce jeu-là et ils ont été eus. Hier, 14 morts dans la répression. Les forces de l'ordre, comme d'habitude, vous remarquerez, ceux qui tombent sur le champ des manifestations, c'est soit des Alévis, soit des Kurdes. Comme par hasard, il n'y a jamais de sunnites d'ethnie turque. Permettez-moi de faire cette distinction, parce qu'on se rend compte que cet Erdogan n'est pas loin de cette pensée islamiste. La preuve en est, c'est que dans ses dernières déclarations à l'Occident et à Obama, qu'est-ce qu'il revendique? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'on arme l'opposition modérée en Syrie, et tenez-vous bien, pas qu'en Syrie, en Irak. Mais enfin, c'est la première fois qu'on entend parler d'une proposition pareille, quelqu'un qui veut armer l'opposition modérée d'Irak. Ça veut dire, tout haut, que c'est quelqu'un qui est contre les chiites. Sa priorité qu'il a affichée, c'est de renverser Assad, donc un chiite de Syrie, qui tient bon depuis 3 ans, n'en déplaise aux présidents qui n'ont que 13% dans les sondages, ou à d'autres ministres qui avaient prévu son départ, il est toujours là. Et par ailleurs, toute cette affaire d'Irak, former ou armer une opposition modérée, c'est pour lutter contre le pouvoir, entre guillemets, chiite d'Irak. Vous voyez? C'est-à-dire, on n'est pas loin d'un Selim Ier, entre guillemets, en puissance, un sultan ottoman qui voudrait massacrer les Alavis et les chiites.
Tout comme Selim Ier leur a mené la guerre en Syrie et en Irak, Erdogan là, prend la trace de ses prédécesseurs. Mais c'était en 1518, Selim Ier. En 1516, la bataille au nord de la Syrie contre les Mamelouks. Mais aujourd'hui, on est en 2014. Ce n'est pas la même époque. Et cet Erdogan devrait raisonner autrement. Il en est de même pour les Kurdes. Je l'ai dit, méfiez-vous. C'est pas parce que Erdogan s'est mis d'accord avec Barzani pour vendre le pétrole à Israël et à d'autres pays que ça y est, Erdogan va tout vous pardonner et va faire la paix avec vous. Pas du tout. Voyez-vous, c'est une erreur des Kurdes qui ont fait confiance à Erdogan et évidemment, tout cela, la mascarade, c'est qu'on sait très bien que cet État islamique est un épouvantail pour servir les intérêts des Américains au niveau du pétrole et pour casser l'islam et pour garder ces pays du Golfe, ces monarchies, comme des pays vassaux, un état de vassalité vis-à-vis du, comme dirait Khomeini, du grand Satan. Oui, est-ce que vous pourriez revenir sur la politique de la Turquie d'Erdogan à l'égard des Kurdes, parce que c'est une affaire très complexe. Il y a les relations de la Turquie avec les Kurdes d'Irak, il y a les relations de la Turquie avec les Kurdes de Syrie, vous venez de l'évoquer, et enfin, comme vous l'avez évoqué également, les relations de la Turquie avec les Kurdes de Turquie. Donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer au sujet de la politique très complexe menée par la Turquie à l'égard des Kurdes de ces trois entités et à l'égard des Kurdes en général dans le jeu politique moyen-oriental? D'accord, vous voyez, et pour cela, il faut revenir au traité de Sèvres. C'est là le grand problème d'Erdogan et de toute la Turquie moderne. Dans le traité de Sèvres, on prévoyait une patrie pour tous les Kurdes, un grand Kurdistan, et dans le même traité, on prévoyait une Arménie occidentale. Donc, qu'est-ce qui restait de la Turquie actuelle, c'est-à-dire un peu moins que la moitié géographiquement. Vous avez toute la partie ouest, qui est considérée comme la Turquie moderne dans ce traité de Sèvres, et tout l'est est partagé entre les Arméniens et les Kurdes. Alors, vous me direz, oui, mais ce traité de Sèvres a été revu par le traité de Versailles, San-Remo, le traité de Lausanne, il y a eu je ne sais combien de traités après. D'accord, mais le traité de Sèvres est la matrice qui sert toujours aux frontières actuelles de tous ces pays-là. Alors, vous me parlez de Sykes-Picot, d'accord, mais Sykes-Picot a, si vous voulez, a reçu plus ou moins, je dirais même plus, l'aval du traité de Sèvres et des traités qui ont suivi. Donc, il y a toujours une revendication des Kurdes pour un grand Kurdistan. Alors, on sait que les Kurdes dans le monde, la majorité se trouve en Turquie. Il y a, en chiffres, la deuxième majorité kurde se trouve en Irak. La troisième se trouve en Iran. Et la dernière se trouve en Syrie. Voilà les composantes du peuple kurde. Alors, pour ce qui est de la Turquie, comme ils sont les plus nombreux et ils ont une histoire politique, le PKK a lutté pendant des années, une lutte armée, une guérilla, pour l'autonomie. À l'époque, la Syrie du père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, a prêté main forte à Öcalan puisqu'elle l'a reçu pendant des années. Öcalan vivait à Damas et planifiait les opérations contre l'armée turque. Bon,
Vous savez après qu'Öcalan a été emprisonné, et il est toujours emprisonné. Alors là, ce qui change la donne des relations entre Erdogan et les Kurdes, c'est le Kurdistan irakien qui a eu une relative autonomie, et à la lumière de cette attaque de l'État islamique, le Kurdistan irakien s'est mis à vendre du pétrole sans passer par l'autorisation du pouvoir central de Bagdad. À l'époque, moi j'avais dit méfiez-vous, parce que là, le problème c'est quoi? Comment faire parvenir le pétrole du Kurdistan irakien? Alors, la Turquie est une des voies. J'avais à l'époque proposé que ce soit par la Syrie, puisque la Syrie n'a pas de relation conflictuelle vraiment avec les Kurdes, puisque la Syrie a offert son giron, comme on dit, à Öcalan pendant des années. Il y a eu des problèmes avec les Kurdes syriens, mais ça n'a jamais atteint, jamais, les problèmes que les Kurdes de Turquie ou les Kurdes d'Irak ont eu avec le pouvoir central respectif de chaque pays. Vous voyez? Par exemple, on sait qu'en Irak, à un moment donné, le Baas a envoyé des colonnes de blindés contre le Kurdistan irakien. On sait que Saddam Hussein a utilisé du gaz pour gazer Halabja, le village kurde, un crime horrible. D'ailleurs, à l'époque, moi je m'étais révolté contre cela, et je l'ai dit, et devant un silence des médias inquiétant de l'époque, parce que Saddam était leur allié, et il fermait les yeux, tout comme quand Saddam s'est attaqué à l'Iran, on a fermé les yeux, en disant que c'était pas lui qui avait commencé. Oui. Donc, aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'il faut ne pas se prêter au jeu d'Erdogan, qui consiste à diviser les Kurdes, avantager le Kurdistan irakien au détriment du Kurdistan syrien. Je dis oui, parce que, bon, vous allez me dire comment c'est, vous croyez à une autonomie des Kurdes de Syrie? Je vous dirai pas tellement, mais on peut s'entendre. Les Kurdes de Syrie sont mieux intégrés dans la société syrienne, et il n'y a pas que le nord où il y ait des Kurdes. Les Kurdes sont partout dans les grandes villes, ils sont bien intégrés, si je puis dire. Et vous avez vu que chaque fois que les Turcs intervenaient pendant la crise syrienne, en aidant les islamistes, qui en étaient les victimes? Les Kurdes, les Arméniens, les chrétiens et les sunnites modérés. Je vous donne un exemple. 2 villages dans la banlieue d'Alep, kurdes, ont été entièrement massacrés ou réduits à l'esclavage. Et ça, il n'y a pas eu un traître mot du Quai d'Orsay français pour condamner cette action. Donc, cette comédie, qu'on dit oui, l'ambiguïté, il faut que la Turquie, ça c'est du langage diplomatique bidon. Il n'y a pas d'ambiguïté. La Turquie joue ses intérêts, elle est anti-kurde, elle aide un peu le Kurdistan irakien parce qu'elle trouve son intérêt en vendant le pétrole. Elle achète ce pétrole aux Kurdes irakiens à un prix très compétitif, parce qu'il est vendu en dessous des prix de la bourse internationale. Vous voyez, c'est un jeu très dangereux. Depuis toujours, je dis, moi j'ai rien contre le peuple turc et la Turquie, mais ce n'est pas Erdogan qui représente cette Turquie moderne, digne d'entrer en Europe. Je dirais même Erdogan est un grand ennemi de l'Europe et de ses valeurs. Alors revenons à Kobané. On voit que la Turquie laisse se perpétrer un massacre qui a justement été dénoncé hier dans un meeting qui s'est tenu devant l'Assemblée nationale. Erdogan a déclaré hier que Kobané est sur le point de tomber
et que la terreur, donc la terreur de l'État islamique, ne sera pas stoppée tant que nous ne coopérerons pas en vue d'une opération terrestre. Cela veut-il dire que Erdogan fait pression d'une certaine manière sur les Occidentaux pour commencer une opération terrestre en Syrie, ce qui repose la question de ce jeu de billard à trois bandes, à savoir l'intervention contre l'État islamique, n'est-elle pas une manière pour l'Occident et ses alliés de mener enfin à bien leur projet, à bien si je puis dire, de faire tomber le président Assad? Alors Erdogan est un businessman, en politique comme dans la vie. Il a le sens des affaires, et du coup, donc, il cherche à engager l'OTAN. Dans une interview précédente, j'avais dit que Erdogan me paraissait à l'époque comme le joker de l'OTAN. Que voilà, vous voulez une solution, moi je peux intervenir, mais pas au nom de la Turquie. Je veux que ce soit une décision au moins otanienne. Et là, tout ça est une histoire de business, c'est une histoire d'argent. Parce qu'intervenir avec des forces terrestres, ça implique un gros budget, et il se voit déjà en train de gérer ce budget avec des pays, des monarchies du Golfe, de l'OTAN, de l'Europe, des États-Unis, et une sorte de rapprochement de l'Occident, que je vous rends un service, mais c'est donnant-donnant. Par contre, vous voyez, s'il avait accepté qu'on arme les Kurdes, ce dont il avait peur, c'est que ces armes un jour se retournent contre lui, puisqu'il n'est pas sincère dans les négociations de paix avec le Kurdistan turc, le PKK. Et ça d'une part, et pour les Kurdes de Syrie également, mais ça lui fait plaisir qu'ils soient écrasés et massacrés, parce que si les Kurdes de Syrie avaient été aidés et auraient remporté, dans un sens, n'est-ce pas, cette bataille de Kobané, là, ils ont plus de poids dans les négociations, parce qu'eux n'épousent pas son point de vue concernant Assad, les Kurdes de Syrie. Les Kurdes de Syrie sont divisés, il y a des pro-Assad, des anti-Assad, il y a des gens de la coalition, il y a même des gens de l'État islamique qui sont kurdes. Ils sont rares, mais ça existe. Ils ont existé en Irak, ils ont même existé en Syrie. Vous voyez? Donc, là, toute cette opération terrestre que nous chantons, pas simplement l'opération terrestre, mais un espace d'exclusion aérienne. Vous voyez? Tout ça est dirigé contre le peuple syrien. Vous voyez, si vraiment Erdogan était cet homme de bonne foi, je crois que Fethullah Gülen, son grand ennemi, qui est, n'est-ce pas, un maître à penser de beaucoup de sunnites, ne l'aurait pas condamné et critiqué. Vous voyez, c'est un arriviste, Erdogan. Il s'est servi de ce grand penseur sunnite turc aux États-Unis, Fethullah Gülen, pour après lui faire fausse route, se dédire. Et, comme on dit en bon français, Erdogan se la joue en solo. Il a profité de cet allié sunnite des États-Unis. Maintenant, il s'en débarrasse. C'est la politique du citron pressé. Et les Kurdes vont passer à la casserole, comme les autres. Les alliances d'Erdogan ne sont dictées que par un intérêt immédiat, financier, économique. Et si vraiment, encore une fois, il était sincère, pourquoi avoir accepté de faire entrer en Turquie toutes les machines de centaines d'usines d'Alep? Dans le droit international, il faut un certificat d'authenticité pour toute machine énorme, pour le textile, pour le pétrole, pour toutes ces machines, tous ces appareils archi-modernes
qui faisaient la richesse de la Syrie du Nord, hein, Alep étant le poumon économique, sont entrés en Turquie avec la bénédiction du gouvernement turc. Donc il s'agit bien de pillage organisé. Il s'agit bien de destruction d'un pays voisin, vous savez, avec cette pensée ottomane. Les Ottomans, les néo-Ottomans de Turquie aujourd'hui, les néo-Ottomans de Turquie aujourd'hui ont toujours rêvé d'Alep et ont toujours regretté la perte de cette grande ville d'Alep, qui, pendant toute l'histoire ottomane, fut un haut lieu pour la cour du sultan, pour son art culinaire, pour sa musique savante, et vous voyez que Alep était une ville cosmopolite et n'avait rien contre les Turcs. Je ne vous cache pas, vous auriez pu entendre chanter en turc, en arménien, en espagnol, en français, en anglais, n'oublions pas, en arabe, dans la majorité des lieux, des cabarets, des bons restaurants, tout ça vivait en harmonie. Alors, ça, c'est resté comme une arête dans le gosier de ces néo-ottomans. Comment, si vous voulez, cette Syrie était à la tête de la révolte en 1916 contre l'Empire ottoman. Et ça, j'ai eu des élèves turcs et ils m'en ont parlé. Ils m'ont dit, on ne comprend toujours pas comment des pays musulmans se sont révoltés contre la Turquie et ont prêté main forte aux Anglais et aux Français. Une dernière question, Bassam Tahan, il nous reste 3 minutes. Erdogan souhaite la destruction du Kurdistan syrien ou pensez-vous qu'une intervention va avoir lieu avec vous voyez, l'Occident? Vous voyez, déjà, le fait qu'il ait des réfugiés, il trouve son compte. Parce qu'il peut mendier pour les réfugiés. Il y a 1,5 million. D'ailleurs, il avait préparé des camps de réfugiés avant qu'il n'y ait de réfugiés, au début de la crise. Et c'était, on voyait comment il avait son épingle dans ce jeu-là. Maintenant, il a de vrais réfugiés. Je vous dirais, moi, en tant que Syrien, que toute cette bande frontalière, c'est du territoire syrien. Ces réfugiés sont sur un territoire syrien, n'en déplaise aux Français qui, par 3 fois, ont reculé la frontière de la Syrie et ont abandonné la Cilicie, où il y avait encore une majorité arménienne, aux Turcs. La France doit beaucoup. Elle doit des compensations à tous ces chrétiens, musulmans, sunnites ou chiites, qui ont dû quitter cette bande frontalière, qui ont dû quitter Antioche après, en 1938. Non, la politique française a été très mauvaise. Et là, je crois, elle n'a pas changé. Elle ne fait que s'enfoncer et elle commet le pire. Merci Bassam Tahan. Merci Frédéric Saillot.